Michel Onfray, bonjour. Merci d'être avec nous. Je vous reçois pour un livre qui s'appelle L'ordre libertaire, la vie philosophique d'Albert Camus chez Flammarion. C'est une réhabilitation en majesté d'Albert Camus. Vous estimez vraiment qu'il a été aussi haï, aussi détesté, aussi méprisé que vous le dites ? Ah oui, parce que je pense le dire avec des arguments. Et effectivement, je renvoie à des textes de Jean-Paul Sartre, à des extraits des temps modernes, à des extraits de la presse également qui existent à cette époque-là. Et c'est terrible, quoi. Je renvoie au livre de Jean-Jacques Brochier, Albert Camus, philosophe pour classe terminale. C'est une expression qui a fait beaucoup de mal. Et je pense qu'on en est resté à ça, parce que Sartre a écrit l'histoire du XXe siècle, enfin l'histoire des idées et de la littérature, qu'on est resté sur ce schéma sartrien, et qu'il s'agit de lire enfin Camus et de dire, ben voilà ce que Camus a vraiment écrit, voilà ce que vous n'avez pas voulu lire. Et il y a dans L'homme révolté, par exemple, une partie positive. On a vu surtout la partie négative, la critique des camps, la critique de l'Union soviétique, la critique du marxisme-léninisme, la critique de l'hégélianisme, mais il y a un éloge du syndicalisme révolutionnaire, du socialisme libertaire, d'un socialisme qui fonctionnerait avec la liberté et qui ne ferait pas l'économie de la liberté. Toutes ces choses-là n'ont jamais été dites. Donc il fait l'éloge de Varlet, une figure méconnue de la Révolution française. Il fait l'éloge de Proudhon, il fait l'éloge de Bakounine, d'une certaine manière, d'un certain Bakounine. Et ça n'a jamais été dit. On a fait de Camus un penseur de droite, un penseur défenseur de l'Algérie française, le penseur des petits blancs, le penseur du colonialisme. Ça n'a jamais été le cas. C'est quelqu'un qui a pensé pragmatiquement, avec en tête cette idée majeure, tu ne tueras point. Il y avait une opposition chez lui à la peine de mort qui était radicale. Et il savait peu de choses de son père qui est mort très tôt à la guerre. Et il savait juste que son père avait assisté à une exécution capitale, qu'il trouvait légitime qu'on puisse décapiter quelqu'un qui était un ouvrier agricole comme lui, qui avait tué et massacré son patron. Simplement, quand il est rentré de l'exécution capitale, il a vomi, il s'est jeté sur son lit, il est resté prostré. C'est là d'ailleurs, ce sont les circonstances que vous racontez très bien, où il a ce mot un homme, ça s'empêche. On va parler de cela, mais c'est le premier livre de vous, à ma connaissance, qui est un livre de pleine adhésion, de totale sympathie pour votre sujet, alors qu'habituellement vous êtes un peu sinon dans la bagarre, du moins dans la déconstruction. Oui, si on veut, mais il y a quand même pas mal d'individus dont je dis du bien dans les 6 volumes de la contre-histoire de la philosophie. Je n'attaque personne, je défends tous les gens dont j'ai parlé depuis 10 ans à l'Université populaire, de Thoreau à Nietzsche, en passant par Démocrite, Épicure, Montaigne, Spinoza, Erasme. J'ai dit beaucoup de bien, simplement on a voulu se focaliser sur mon Freud. On a voulu se focaliser aussi parfois sur le traité de la théologie, où je dis des choses désagréables sur Saint Paul, par exemple. Et on oublie que pour l'instant, j'ai 6 volumes parus en librairie, ou 7, je ne sais plus. Il y en a 4 ou 5 qui sont prêts, enfin 2 ou 3 prêts à paraître, et puis quelques autres qui termineront cette contre-histoire de la philosophie, et que je n'y fais que des éloges. Est-ce que, à l'inverse, vous ne tirez pas un peu trop Camus vers, à vous? Vous en faites un hédoniste, vous en faites un sensualiste, vous en faites un nietzschéen. Est-ce que ce Camus ne ressemble pas un peu trop à Michel Onfray ? Si, mais j'y suis pour rien. C'est-à-dire que je donne des faits. C'est-à-dire que l'hédonisme qui se trouve dans Nos Atipasa, je ne l'ai pas inventé. L'hédonisme qu'on trouve dans tous les textes qui concernent la Méditerranée, je ne l'ai pas inventé. Le nietzschéisme qui se trouve dès sa première dissertation rendue à Jean Grenier sur Nietzsche, Schopenhauer et la musique, et puis le fait que le jour de son accident, en janvier 1960, on trouve le gai savoir dans sa sacoche. Ce sont des choses que je n'ai pas inventées non plus. L'éloge qu'il fait de Nietzsche partout dans son œuvre, y compris dans ses carnets, y compris dans ses lettres, y compris dans ses correspondances les plus privées ou les plus intimes, tout ça montre un nietzschéisme qui me paraît évident, que je n'ai pas inventé. Tout ça montre un hédonisme que je n'ai pas inventé non plus, et j'ai découvert moi-même avec bonheur cette proximité supplémentaire, mais je ne l'ai pas inventé. Alors vous êtes retourné en Algérie pour Le Point, c'est très intéressant, Le Point de cette semaine. Vous êtes à Alger, vous êtes dans le quartier Bellecour où Camus a habité, vous êtes à Tipaza, mais vous l'avez fait après avoir écrit le livre, si j'ai bien compris. Oui, ça c'était des histoires personnelles. J'avais des problèmes familiaux qui m'ont empêché d'aller en Algérie avant l'écriture de ce livre. Donc j'ai écrit le livre et puis j'y suis allé ensuite, oui.
Alors, vous opposez, Michel Onfray, tout au long du livre, la figure de Sartre et celle de Camus, résistance impeccable pour Camus, qui a donné en plus des cours à des enfants juifs chassés de leur école pendant la guerre, attitude ambiguë de Sartre, mais est-ce que vous n'exagérez pas un peu en faisant de Sartre une espèce de chef de meute contre Camus? D'abord, Est-ce que vous ne lui donnez pas un rôle trop important dans mais vous savez, depuis la Révolution française en France, le triomphe du jacobinisme est tel que tout se fait à Paris et que Saint-Germain-des-Prés a été le haut lieu de la pensée française dans les années 50. Même un peu avant, c'est-à-dire dans les années de l'occupation et puis dans les années 50. Et Sartre était effectivement le chef de meute de Saint-Germain-des-Prés. Il avait un pouvoir considérable, vraiment. C'est-à-dire que il pouvait s'exprimer dans toute la presse, il pouvait aller n'importe où sur la planète, il avait des foules qui l'attendaient, et ce qu'il disait était parole d'évangile. Donc ça a eu lieu, ça n'existe plus, et fort heureusement, parce que quand le pouvoir de quelqu'un est aussi grand, il y a toujours du danger. C'est l'époque des dictatures et des tyrannies, il ne faut pas l'oublier, c'est aussi l'époque des dictatures et des tyrannies intellectuelles. C'est-à-dire qu'on a eu des Staline, on a eu des Hitler, on a eu des Mussolini, on a eu des Franco, on a eu des individus qui étaient des dictateurs sur le terrain de la politique, on a eu les mêmes sur le terrain idéologique et intellectuel. C'est-à-dire la parole de Jean-Paul Sartre faisait autorité de manière intellectuelle, et il pouvait bien mentir, il valait mieux un mensonge de Sartre qu'une vérité d'Albert Camus. Et toutes ces choses-là ont été longtemps dites, abondamment répétées, éditées, diffusées, réécrites dans des encyclopédies, dans des livres, etc. C'était devenu une espèce de vérité. Moi, j'ai souhaité dire, allons au texte, voyons ce que Camus a dit, a écrit et pensé, évitons le filtre Sartre, de Sartre et des Sartriens, et de fait, on découvre un penseur neuf, vraiment. Il y a quand même le texte, parce que vous antagonisez beaucoup Sartre et Camus, il y a quand même le texte de Sartre à la mort de Camus, qui est un grand texte avec quand même, où apparaît quand même une amitié, et même ce texte, vous le mettez à charge contre Sartre. Oui, parce qu'il aurait pu s'intituler Ouf avec un point d'exclamation, ce texte. C'était vraiment, je me voilà débarrassé d'Albert Camus. C'est-à-dire que Sartre a toujours voulu dominer le champ intellectuel. Et il a eu de la chance, d'une certaine manière. Il a eu de la chance que Politzer soit fusillé par les Allemands. Il a eu de la chance que Nizan se prenne une balle sur le front du Nord. Il a eu de la chance que Merleau-Ponty fasse un infarctus. Il a eu de la chance qu'Albert Camus ait un accident de voiture, parce que d'un seul coup, ses clients qui auraient été dangereux pour la domination du champ intellectuel français avaient disparu. Ne restait plus qu'un Raymond Aron qui, lui, avait choisi le camp de la droite, donc c'était très bien. Il y avait l'adversaire idéal en face, Aron à droite, et puis Sartre à gauche. Et comme ça a été clair pour lui d'exercer sa domination. Donc évidemment, le jour où Camus meurt, il y a quand même quelque chose qui doit se réjouir au fond de Sartre. Moi, je mets en perspective deux choses. Ce genre de texte qui est une façon publiquement de dire, bon voilà, il est mort, alors je rends un hommage, et on ne peut pas rendre un hommage. Et puis en même temps, les correspondances. Il l'enterre sous les fleurs. Voilà, et la correspondance est terrible. Je suis en train de lire la correspondance de Beauvoir avec Nelson Algren, et à un moment, Beauvoir parle d'une de ses amies qui vient de perdre son chien et qui est tellement malheureuse qu'elle prétend qu'elle aurait préféré que ce soit Camus qui meure plutôt que son chien. Et Simone de Beauvoir dit que ça les a fait beaucoup rire et qu'ils ont eu un fou rire avec ça et qu'ils souscrivaient, Sartre et Beauvoir, à cette proposition de la dame qui a perdu son chien et qui aurait préféré que ce soit Albert Camus qui meure. Donc pour vous dire l'état d'esprit de ces deux-là à l'endroit d'Albert Camus. Donc effectivement, les larmes de crocodile de Jean-Paul Sartre à la mort d'Albert Camus ne m'ont pas impressionné. Il y a quand même, vous dites les larmes de crocodile, il y a quand même des accents de sincérité quand il dit nous écrivions toujours en regardant l'un par-dessus l'épaule de l'autre, la brouille, c'est une autre manière de vivre une amitié, etc. Il y a des belles formules de normalien, mais je veux dire, la brouille, c'est une autre façon de vivre ensemble quand on a traité quelqu'un de chien, de vendu, de salaud, de philosophe pour classe terminale. Enfin, un peu plus tard, l'expression sera utilisée de dire qu'il n'a rien compris aux philosophes qu'il a lus. D'ailleurs, il ne les a pas lus, qu'il ne lisait que des philosophes de seconde main. C'est pas une façon de considérer qu'ils étaient à égalité. Sartre a toujours méprisé Camus. Fils de pauvre, fils d'ouvrier agricole, fils de femme de ménage, fils d'un colon, selon lui, pas agrégé, pas normalien. Enfin, il y a toujours eu ce petit mépris. Il parle d'ailleurs
de Camus comme d'une espèce de gouailleur qui n'aurait jamais quitté les quartiers populaires d'Alger. Enfin, il y a un souverain mépris de Sartre. Alors, dans l'exercice d'hommage post-mortem, comme ça, il est très bon, Sartre. Il est très, très bon. Mais moi, ça m'abuse pas. Ça ne m'abuse pas, vraiment. Pas une seconde. Je n'ai pu croire à ça. Si, j'y ai cru quand j'étais adolescent. Parce que je souscrivais à la mythologie sartrienne, parce que je pensais que si Beauvoir écrivait une chose et que c'était publié chez Gallimard, c'était la vérité. Jusqu'à ce que je comprenne que pas du tout, c'est la légende. Et Sartre a écrit la légende de lui-même, et ce texte contribue à la légende de Sartre sur lui-même et son rapport avec Albert Camus. C'est la même chose avec la préface d'Aden Arabi pour Paul Nizan. C'est une façon pour Sartre de tailler son buste et de sculpter sa propre statue et de prendre les autres en otage. Il prend le cadavre d'Albert Camus en otage dans ce texte-là, comme il a pris le cadavre de Paul Nizan en otage, parce qu'il n'y avait qu'une seule chose qui intéressait Sartre, c'était la sculpture de sa propre image. La thèse du livre, Michel Onfray, en gros, vous voulez battre en brèche la thèse d'un Camus social-démocrate mendéciste au profit d'un Camus anarchiste libertaire. Mais est-ce que c'est vraiment antinomique? Est-ce qu'un anarchiste libertaire comme Albert Camus pouvait pas voter pour Pierre Mendès France? C'est probablement d'ailleurs ce qu'il a fait. Bien sûr, c'est ce que je dis, c'est ce que je dis en faisant savoir que ça n'est pas parce qu'il a voté Mendès France ponctuellement, concrètement, et il a expliqué les raisons de son vote. Et il dit, voilà, je suis sur des positions libertaires, dans l'idéal. Simplement, je pense que quand les anarchistes disent qu'il ne faut pas voter, ils ont tort. Il ajoute, dans la configuration qui est celle du moment, on a le choix entre la droite et la gauche communiste. Et il dit, je ne voterai pas à droite, je ne voterai pas non plus pour la gauche communiste. Il nous reste donc juste une alliance qui est celle de Mendès France, avec un certain François Mitterrand, alors pas très connu à l'époque, et puis des radicaux de gauche. Et je dis, je voterai pour ces gens-là, parce qu'effectivement, leur offre politique est celle qui m'agrée le mieux. Donc effectivement, on peut concrètement, ponctuellement, apporter sa voix à quelqu'un et défendre Mendès France en l'occurrence, grand homme, s'il en est, et puis en même temps souscrire à un idéal, qui était l'idéal libertaire, du début jusqu'à la fin. C'est-à-dire que dans Actuel 1, il explique qu'il faut en finir avec les nations, en finir avec les frontières, vouloir un gouvernement international et planétaire, qui soit désigné par le peuple et par les suffrages populaires, jusqu'à la fin avec la guerre d'Algérie, où il nous fait savoir qu'il faut que la France et l'Algérie vivent ensemble dans une configuration confraternelle, dans une configuration confédérale également, avec la fin des nations, en nous disant il faut que ces nations-là disparaissent et que l'Algérie donne une leçon au monde. Il faut que l'Algérie renonce à la nation, au nationalisme, au jacobinisme, qu'on ait une espèce de confédération, puis qu'ensuite il y ait une confédération européenne, puis qu'ensuite il y ait une confédération de l'Europe avec l'Afrique et l'Asie, et qu'on ait enfin une planète débarrassée des nations, des nationalismes, des drapeaux, des armées ou ce genre de choses. Évidemment, c'est un projet vaste, idéal, et en attendant, on peut voter Mendès France ou tel ou tel. Mais je ne veux pas qu'on oublie que l'idéal était libertaire. L'idéal était libertaire et d'un point de vue très concret, très pragmatique, il pouvait apporter son suffrage ici ou là et souscrire des sociodémocrates. Ça me paraît évident que dans une offre politique, on doit voter à droite, social-démocrate ou communiste, on n'a pas le choix de voter autre chose que social-démocrate. Alors c'est un livre qui est salué partout, à juste titre. C'est un livre passionnant. J'ai dit mes réserves, c'est que vous accusez un peu trop le trait dans l'entrechoc Camus Sartre. Il y a aussi la photo de couverture qui est, je vous avoue que c'est un peu déconcertant. Dans un premier temps, on se dit c'est une photo qu'on connaît pas. On a l'impression je sais pas d'ailleurs d'où vient cette photo, vous allez nous le dire. Non, mais on a l'impression que c'était pas la peine de démolir le cliché de Camus, professeur de philosophe en classe terminale, pour atterrir sur Camus, professeur de gymnastique ou Non, c'est une photo très connue. Elle est dans l'album de la Pléiade. Donc non, c'est une photo très connue. J'ai simplement demandé qu'on la détourne parce que il y a un plan d'agave au pied. On voit la mer derrière. Enfin bon, voilà, on n'avait pas besoin. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il fait un saut à la haie. Il fait du karaté. Il fait un geste comme ça d'extension dans l'espace pour
pur plaisir de la jouissance de son propre corps. Il y a d'autres photos où on le voit plonger, où on le voit nager, où on le voit torse Oui, ça c'est nu. plus classique. Oui, donc j'ai souhaité cette photo-là parce que je la trouve drôle mise en situation comme ça. On a l'impression qu'il veut sortir du livre. Et non, c'est pas un Camus professeur de gymnastique, c'est un Camus hédoniste qui jouit du corps qu'il a. L'ordre libertaire, la vie philosophique d'Albert Camus, c'est un livre qui paraît chez Flammarion. Michel Onfray, je vous remercie. Merci à vous.